C'était déjà du sport et une incroyable aventure. Il y a 100 ans, Roland Garros était le premier aviateur à traverser la Méditerranée en reliant Fréjus à Bizerte en Tunisie. Et ce matin, une réplique de son appareil s'était lancée. L'occasion d'évoquer à nouveau l'exploit réalisé à l'époque. Le récit de Nathalie Pellerin, Jean-Luc Metz et Vincent Cappel. Mon rôle a été d'abord d'être le président de l'association et d'essayer de faire en sorte qu'on reste concentré sur l'objectif qui était donc de reconstruire l'avion de Roland-Garros pour tenir la date anniversaire des 100 ans du vol de Roland-Garros. Mon rôle dans l'association a été de faire la communication de l'association réplicaire naissante et ensuite, en seconde année, de pouvoir faire la promotion de la traversée centenaire de la Méditerranée. Ça a été tout d'abord d'intégrer l'équipe avec Jérémy, puisqu'on est au tout début, on a lancé l'idée, de prendre le poste de trésorière, poste que j'ai toujours au jour d'aujourd'hui. Quand Jérémy est venu me voir en me disant si tu peux nous filer quelques éléments techniques, des conseils et des choses comme ça, on est preneur et puis on souhaiterait que tu sois le parrain de l'association. Ah bah j'ai dit alors là, il n'y a aucun problème. Je veux bien être le parrain de l'association et vous donner tous les conseils techniques que je serai capable de vous donner. Mon rôle dans l'aventure Morane-Saulnier de 1913 a été de recréer sur CAO, donc sur ordinateur, l'avion. Donc on dispose d'une liasse de plans d'origine qui était sur calque, mais celle-ci est incomplète, donc il a fallu recréer les parties manquantes. J'étais à la fois ingénieur calcul, donc on a calculé plusieurs pièces du Morane pour les vérifier, et aussi dans un deuxième temps, pendant l'assemblage, où j'étais responsable de l'atelier. Mon petit rôle, ça a été fabriquer des petites pièces en extrême urgence. Ça a été d'apporter mon support, mes deux mains et mon énergie sur toutes les petites tâches qu'on a eu à faire à partir de 2012. Cette année, c'est moi qui ai réalisé l'entoilage en juin-juillet. C'est là où j'ai appris à entoiler pour la première fois un avion de 1913 quand même. Mon rôle principal était plutôt l'intégration du moteur, le montage du moteur et puis les essais. Je suis arrivé en juin 2013 et j'ai participé à la fin de la mise en œuvre du Morane et ensuite j'ai participé à la traversée. Je suis parmi l'équipe des pilotes d'essai pour les premiers quelques vols de l'avion. Évidemment, il fallait vérifier que l'avion volait bien. C'était convenable pour des vols longs, surtout pour la préparation pour le survol de la Méditerranée. Si on va voler sur un avion, de faire partie de l'équipe qui l'a fait en plus, qui le fait en plus, c'est encore plus riche parce que du coup on connaît vraiment bien l'avion et de voler dessus, c'est presque une suite naturelle. Ce que j'ai aimé, c'est dans l'aventure, c'est les relations entre les gens. C'est vraiment un esprit d'équipe, une bonne entente dès le départ. Il n'y a pas eu de mots plus haut que l'autre, pourtant il y avait énormément de tensions. Et puis au final, c'est de voir l'avion voler, quoi. Et de voir qu'il vole très bien et que tous les jours, ça se passe sans aucun problème. C'est vraiment cet état d'esprit bande de potes. On a partagé énormément de choses. C'est le fait de raconter une histoire aux plus petits comme aux plus grands. J'ai toujours fait des sports collectifs et voilà, le travail en équipe, ça a toujours été un truc que j'apprécie beaucoup. Ça a toujours été un plaisir de se retrouver avec l'équipe, de réfléchir ensemble aux problèmes qu'on pouvait avoir, aux manières de faire avancer le projet. J'ai aimé la rencontre avec toutes les personnes qui sont venues nous soutenir, nous expliquer des choses, nous apprendre. J'ai aimé le fait de constituer un groupe qui s'est bien entendu et que le groupe qui s'est constitué au fur et à mesure était là en totalité opposé à Bizerte. J'ai aimé le fait qu'on fasse quelque chose de chouette ensemble, donc en avion on puisse être fiers. D'avoir fait quelque chose qui n'était pas forcément gagné. Qu'est-ce que j'ai aimé dans ce projet? Le fait de faire partie d'une équipe, un projet qui n'était pas gagné au départ, donc il y avait du boulot, il y avait puis l'émulation qu'on a eue tous ensemble, le challenge aussi de réussir la traversée. J'aimais beaucoup
l'amitié de tous les gens qui étaient impliqués dans le projet. Je pense que ça, c'est un très très bon souvenir et quelque chose qui est très spécial pour ce genre d'aventure. Il y a l'esprit d'équipe, la solidarité, la photo et l'aviation qui sont mes passions, l'avancée du projet, la traversée. J'ai tout aimé, à vrai dire, dans cette équipe, dans cette aventure. C'était une aventure folle. Le projet était faramineux et il a été mené à son terme. Construire un avion en 9 mois, je ne savais même pas que c'était faisable. Donc c'est cool, on l'a fait. Tous les côtés techniques que j'ai pu apprendre sur l'avion. Jusqu'à présent, les fois où j'avais bossé sur avion, c'était des avions qui étaient en statique, qui ne volaient pas. Sauf que le Morane, il vole, il y a quelqu'un dedans. Il y a tous ceux le répliquaire vont faire un vol là-dedans, donc il faut faire gaffe. Il a volé 8 heures au-dessus de l'eau, donc on ne pouvait pas faire n'importe quoi. J'ai beaucoup aimé de piloter, parce que j'ai une des 4 pilotes qui a pu voler sur notre machine, notre Morane, et c'est un privilège. Mais bien sûr, c'est énorme pour moi. J'avais déjà plus que 2000 heures de vol en planeur et en avion, mais de voler sur une machine pareille, on est juste une dizaine au monde. En fait, dans ce projet, j'ai tout aimé. J'ai aimé le projet lui-même, le choix de l'avion qui était vraiment quelque chose d'assez difficile au départ. Et vraiment, on se dit, mais pourquoi ont-ils choisi un avion de cette époque-là? Pourquoi ils ont choisi cet événement à commémorer? Pourquoi plein de choses? Quelque part, c'était pour moi une occasion de rendre hommage à mon grand-père qui était inventeur de moteurs d'avion. Dans ces années 1913, il avait inventé un moteur qui s'appelait le moteur Cyclone, un moteur rotatif en étoile, semblable à celui qui était monté sur le Morane de Roland-Garros. Ce qui reste mon meilleur souvenir, c'est le premier démarrage moteur. Où là, vraiment, c'était une très très grande émotion, avec quelques larmes, je pense. J'étais derrière mon bureau. J'avais tout le monde au téléphone, sur Facebook ouvert, tout ça, et en attente de ça. Donc là, quand il a démarré et que j'ai eu tous les textos qui sont arrivés, là, c'était assez sympa quand même. J'ai eu l'honneur de tourner l'hélice pour les premiers tours de moteur de ce fameux moteur nouvelle génération qui équipe le Morane G. Alors mon plus beau souvenir, ça a été le premier vol, puisque ça a vraiment couronné et mis un point final à quand même toute une phase de construction qui était très importante. J'étais dans la voiture qui accompagnait l'avion, donc, parce que l'avion, comme on ne sait pas comment il va se comporter. On était 4 dans une voiture qui le suivait tout le long. J'étais assis sur le siège, enfin sur la portière, en train de prendre des photos. Et puis au moment, j'ai vu, mais mince, il est en l'air. Et là, on s'est tous posés, on s'est arrêtés, et tout le monde s'est tombé dans les bras les uns les autres. Vraiment un grand moment d'émotion, beaucoup de larmes pour tout le monde, garçon-fille. On se retrouve à retirer les lunettes et dire non, je ne pleure pas, je ne pleure pas. J'ai eu une poussière avec l'avion. Mon plus beau souvenir de l'aventure, c'est le vol entre Toulouse et Fayence, et en préparation pour la traversée. Et à cause de 2 choses, à la fois la météo qui était magnifique, on avait une journée très stable, et le paysage dans les sud des Alpes. Quand nous nous sommes retrouvés au matin de la traversée et que nous avons eu 5000 personnes dès l'ouverture du hangar à 5 h du matin, pour moi, c'était ce que je voulais faire et on avait réussi tous ensemble. Le plus beau souvenir, c'est certainement l'arrivée sur Bizerte. Nous, on a eu la chance d'être en patrouille sur le Morane jusqu'au bout. Et on avance, on n'avait que la mer, et on voit la côte africaine qui arrive, et on voit donc là Tunis qui s'approche, et on voit vraiment le côte se dessine, et on s'approche au fur et à mesure, et on voit la côte. J'avais des frissons dans le dos, ouais, j'avais des émotions, enfin, pas de pleurer, mais vraiment, c'était très fort. Nous étions sur place puisque nous étions arrivés par d'autres moyens de transport. Donc il a fallu attendre l'avion, puisque lui a mis 8 heures de vol, alors que nous on a utilisé un vol moderne. Il y a le stress qui monte, on attend l'avion, on se renseigne à la radio pour savoir quand est-ce que l'avion est arrivé, si tout va bien. Et le plus beau moment, c'est quand il se pose sur la piste. Quand l'avion s'est
posé, que le pilote est safe, que l'avion est safe. Là, c'est des moments qui sont géniaux, quoi. On a ressenti à peu près la même chose après le premier vol qu'à l'issue de la traversée. Ça a été de tous se regarder les uns les autres et de dire on l'a fait comme. Je pense que je l'ai eu quand je suis arrivé au sein de Replicair en juin, où l'avion n'était pas encore complètement entoilé, il n'y avait qu'une aile sur deux qui était entoilée, le fuselage était partiellement entoilé, le moteur était fixé mais ne tournait pas encore, et on m'a gentiment dit que ça allait voler dans 2 mois pour la traversée. Donc j'ai rigolé parce que pour moi c'était pas possible, mais au final ça s'est fait. Alors comme moment de doute, le plus gros, ça a été le premier jour où je suis entré dans cet atelier, où j'ai vu cet avion, c'était 4 morceaux de bois posés sur une table. On me dit voilà, cette équipe-là, fin septembre, ils refont la traversée de la Méditerranée. Je me dis ouais, avec ça là, donc oui, ça a été un gros moment de doute. Parce que je ne les connaissais pas, je ne connaissais aucun membre de Replicair. Comment est-ce que ça allait voler en juillet 2013, puis faire la traversée le 22 septembre 2013 On était quand même à 9 mois, c'était court. Le seul doute, c'était le créneau, parce qu'on était hyper... le projet était fait dans une période relativement courte, et le seul doute, c'était est-ce qu'il pouvait arriver à faire quelque chose dans le temps qui nous reste. Des moments de doute, ça commence, je pense, dès les premiers instants, où on a commencé à construire, quand on a commencé à faire des trous dans le fuselage en se disant... moi je me rappelle la première fois que j'ai coupé les tronçons pour le fuselage en me disant on fait pas de bêtises, enfin, c'est bien fait. Enfin, c'est pas vraiment un doute, c'est aussi un doute en étant sûr de ce qu'on fait, quoi. C'est peur de la bêtise. J'ai eu un moment de doute, on va dire 1 mois avant le premier vol. L'avion n'était pas du tout prêt, il restait beaucoup de travaux à faire. Et là, j'avoue que j'ai douté, je ne l'ai dit à personne, je ne l'ai pas montré, mais j'ai quand même douté. Le plus grand moment de doute pour moi, ça a été au moment du premier vol. Parce que le premier vol, au moment où on a commencé à faire les premiers vols, premier roulage, on a cassé, deuxième roulage, on casse. Enfin là, c'était très dur, quoi. Le premier roulage, le train s'est affaissé, donc il a fallu quand même refaire un petit peu de soudure. Et alors là, chose formidable, toujours pareil, il y a la personne qui est arrivée au bon moment et on a réussi à... Enfin, ils ont, parce que moi j'ai juste regardé, j'étais spectateur à la fin, j'étais... on va y arriver, peut-être, je sais pas. Allez, les mecs, aidez-nous. J'ai toujours des moments de doute, hein, j'en ai encore, parce que là c'est un avion, donc il vole, il y a toujours un risque, même si on a mis toutes les sécurités de notre côté. Jérémy de ce côté-là et toute l'équipe a été vraiment dans le même sens, c'est-à-dire la sécurité qui prime avant tout. Mais dès que l'avion est en vol, il y a toujours un doute, parce que c'est moi qui l'ai dessiné, c'est moi qui ai donné les principes constructifs, même s'ils étaient basés sur ceux de l'époque. Et donc à un moment donné, il y a toujours un doute, il y en aura toujours. On a toujours peur qu'il arrive quelque chose, même si on a des très bons pilotes, on a des très bons mécaniciens, on n'est pas à l'abri de quelque chose. Il y a eu des moments où physiquement c'était un peu compliqué, parce que l'accumulation, et puis on a tous des travails par ailleurs. Donc voilà, mais de doute sérieusement, non. On a suffisamment fait le travail en amont pour se dire que c'était jouable. Et plus des gens venaient nous voir avec une mine un peu attristée en nous disant mais ils vont jamais y arriver. Quoi. Et dès qu'on est arrivé vers juin-juillet, où l'avion n'était pas très ressemblant à un avion fini, et qu'il fallait traverser en septembre, plus ça allait, plus de gens venaient nous voir, et c'était la pitié. Quoi. Pitié dans le regard, c'était... ils ont l'air sympas pourtant, mais ils vont jamais y arriver, c'est sûr. Et puis le fait de voir ça, ça nous a plus motivé à dire bon, voilà, on va leur montrer qu'ils ont tort, et à se remettre au boulot. Au niveau technique, je n'avais pas de doute. On a beaucoup de support technique, beaucoup d'experts dans tous les domaines. Je n'ai pas eu de moment de doute pendant l'aventure parce que tout était planifié. On ne passait pas à une étape supérieure tant qu'on n'avait pas franchi une étape inférieure. Plus on solutionnait des étapes, moins il y avait de doutes. J'ai pas eu de doute sur le fait qu'on arriverait et sur le fait que l'avion arriverait au bout quand il est parti de Fréjus. On avait bien travaillé et ça devait arriver au bout. Je n'avais pas à avoir de doute, il fallait leur faire confiance.
Et en fait, je m'en veux maintenant de les avoir un petit peu mis en doute dans mon esprit pendant quelques heures. Et maintenant, je me rends compte que ils ont entrepris quelque chose, ils ont emmené le projet jusqu'au bout et il n'y avait pas à douter. C'était une belle aventure, très très belle aventure. Si on doute, c'est le premier point de faiblesse, il ne faut jamais douter. Il faut être sûr de ce qu'on veut faire et être confiant, et après on le fait, c'est tout. Just do it, comme disait Barack Obama. Just do it. L'aventure a marché puisqu'on a une dynamique d'équipe et une solidité de cette équipe qui est fantastique. On a eu de la chance d'avoir, malgré le nombre de personnes qui ont contribué, qui n'est pas forcément énorme, mais on a eu la chance d'avoir des gens qui avaient des compétences relativement variées. Et malgré tous les petits couacs et les petits imprévus qu'il peut y avoir pendant une construction de ce type-là, on a à chaque fois su rebondir, trouver une solution et pas rester scotché, on va dire, sur un problème technique. On était tous positifs. À aucun moment on s'est dit on n'y arrivera pas. Enfin, tout ce qui était négatif, on l'a mis de côté à chaque fois et on a vraiment avancé dans un bon état d'esprit, de rigolade à chaque fois, comme je disais, avec des partages de gâteaux, des partages de bière, quoi, voilà. C'était vraiment une bande de potes. Enfin, moi j'ai fait des colos et ça me rappelait l'ambiance colo, quoi, tout simplement. Comme des enfants, on était des gosses, quoi. C'est des amitiés très fortes qui s'est tissé par des moments durs, bien sûr, évidemment des engueulades et tout ça, bien sûr aussi, mais tout ça c'était tellement riche, on a appris tellement de choses aussi techniques que humaines. Je pense que c'était l'enthousiasme de toute l'équipe, tout le monde était vraiment poussé de faire quelque chose dans la période relativement courte, et donc il fallait l'enthousiasme et l'ambition de réussir qui était hyper important dans ce genre de projet. L'enthousiasme qu'on a généré aussi, parce qu'on a été... Moi j'ai été étonné du soutien qu'on a pu avoir des entreprises, de l'Aéroclub de France, voilà, on a été très bien accueillis partout. Je pense que c'est l'ensemble de tout ça, la passion et l'envie des gens de l'association en premier lieu, mais après qui a fait boule de neige et qui a entraîné plein de choses, quoi. J'aurais tendance à dire que ça a marché parce qu'il y a eu un esprit de groupe. Vraiment, c'était une aventure humaine, c'était ce qu'on cherchait d'ailleurs, c'était pas la reconstruction pure d'un avion en tant que tel, c'est une aventure technique. Mais de notre point de vue, ce challenge, il pouvait s'envisager qu'avec une notion d'aventure humaine derrière. Et donc se faire des copains, partager des moments, pas forcément toujours très faciles, mais partager beaucoup de moments avec ces gens-là et tenir un engagement. À partir du moment où c'était fixé l'objectif, il fallait le faire, quoi. Quand vous vous entourez des bonnes personnes, qu'il y a une relation de confiance qui s'établit entre ces personnes-là, vous êtes sûr que cette aventure peut aller au bout. Ces défis étaient tellement énormes, ça nous a beaucoup soudés, quoi. On a dépassé tous les challenges et on a montré à tout le monde qu'on pouvait le faire et on l'a fait. C'est une équipe très soudée et donc les moindres problèmes qu'on a rencontrés, on a pu les résoudre entre nous. Il y avait toujours quelqu'un qui avait une solution et qu'on arrivait à mettre en œuvre dans le temps imparti. Cette aventure a marché parce que l'idée était originale, les partenaires y ont cru, toute l'équipe a été soudée tout au long de l'aventure. Il y a eu une équipe super qui était très motivée, tout le monde a joué le jeu et c'est ce qui fait que ça a marché et je ne vois pas ce qui aurait pu nous arrêter. C'est grâce à toutes les personnes qui sont arrivées, qui étaient là au début, qui sont arrivées avant moi, après moi, et qui sont tous arrivés à un moment où on avait besoin d'eux. Je ne sais pas comment, mais chaque personne est arrivée à un moment clé et on avait besoin de lui à ce moment-là. C'était juste incroyable. Cette aventure a marché parce que nous avions des bonnes personnes au bon moment, à chaque étape du projet, que ce soit les constructions, que ce soit au niveau de la communication. Nous étions tous une équipe soudée vers le même objectif et pouvoir réaliser cette aventure.
C'est une équipe déjà très soudée, de gens hyper brillants, de jeunes hyper brillants, hyper compétents, et qui, dès le départ, ont su s'organiser de telle façon que le projet aboutisse. L'aventure de Roland Garros, c'était quelque chose de formidable. Il a risqué sa vie pour l'aviation, je dirais, pour lancer tout ça. Et je pense que notre aventure, c'était le meilleur moyen d'honorer ça, de le fêter dignement 100 ans après. C'était extrêmement compliqué de refaire un vol qui est de 1913 en 2013. On aurait pu penser que ça allait être facile, puisque a priori, pas mal de choses ont évolué et d'autres l'ont fait avant nous. La réflexion, c'est vraiment de se dire, ok, il y a quelqu'un qui l'a fait 100 ans plus tôt, sur le même avion, tout seul, alors que des dizaines et des dizaines de mecs s'étaient tués avant en essayant de tenter l'exploit. Et là, on s'est dit, waouh, gros challenge, quoi. Et on s'est vraiment posé la question au sein des équipages de savoir comment il avait pu mener sa traversée à son terme. Je pense qu'il avait un grain de folie que Répliquaire a, mais pas aussi poussé que celui de Roland Garros. Ce que lui a fait, c'était vraiment à l'époque impensable. La traversée de la Méditerranée, c'était pas quelque chose d'anodin. Lui, il est parti tête baissée. Il a fait « je tente ». Je pense que c'était un fou, parce que les conditions dont il les a faites étaient bien plus périlleuses que les nôtres. On a tout mis, nous, sur la sécurité. On avait un avion, l'avion était accompagné par d'autres avions, on avait un moteur fiable. Lui, il n'avait pas tout ça. Il avait un moteur qui a failli pas arriver au bout. On se dit que c'est extraordinaire ce qu'il a fait, et nous aussi, je pense que c'est pas mal. On a réussi quand même un beau challenge. Quand on parlait aux gens, l'avion de Roland Garros, à chaque fois la question, le tennisman? Non, c'est le mec qui pilote un avion. Plus ça allait, plus on se rapprochait du décollage, plus Roland Garros, mais on pense à lui régulièrement. Lui, il n'avait pas le support pour la traversée non plus. Donc, avec un moteur qui était beaucoup moins fiable. Il y avait des soucis de motorisation pendant la traversée. Et donc, les risques à cette époque étaient non négligeables. Roland Garros, je trouve qu'il y a eu beaucoup de mérite à faire la traversée. Et Répliquaire a eu beaucoup de mérite, surtout à construire l'avion. C'était beaucoup plus l'aventure pour Roland Garros que ça ne l'a été pour Répliquaire, qui a, à juste titre, parce que maintenant on ne peut plus faire n'importe quoi, pris suffisamment de marge de sécurité et s'est correctement entouré pour effectuer la traversée. Donc même si l'exploit est toujours le même, la traversée en 7 heures et des briquettes, ça reste quelque chose d'assez fantastique avec un avion comme ça. Il y a 100 ans d'écart entre les deux, et on a pu voir de quelle manière les choses ont évolué en 100 ans pour le même résultat. Ceci dit, il aurait été un petit peu dommage de ne pas relancer cette aventure. Ils ont réussi à le faire, donc chapeau.